Alors du coup, il y a un sujet que j'aimerais aborder parce que j'ai regardé une série et il y avait, à la fin de la saison, quoi, il y avait un gros dilemme en mode, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a que des mauvais choix, en fait. Et du coup, tu nous as dit, du coup, au cours des différentes saisons de podcast qu'on a eu ensemble, c'est, toi, t'aimes bien donner des dilemmes moraux à tes joueurs. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner? Et est-ce que est-ce que toi, tu as des techniques pour créer ces situations? Est-ce que comment est-ce que tu crées ça, tu vois? Et bah, la technique, c'est encore une fois assez simple. C'est que. Enfin, simple. Ça peut être assez simple. C'est que mes méchants, c'est pas des méchants. Ok. C'est des gentils dans leur tête, souvent. Et il se trouve qu'ils font des choses pas forcément bien. Alors il y en a qui sont méchants parce qu'ils ont des idées très, très radicales et même pour eux c'est pas forcément des gentils. Mais en tout cas ils ont des valeurs, ils ont des trucs. Ce qui fait que globalement même quand tu... Et pareil pour les gentils en fait. Donc quand tu fais ta quête principale, si tu creuses les aspirations de ton commanditaire, au sens très large du terme, et bah, tu vas te rendre compte que est-ce que tu œuvres pour le bien véritablement. Ok. Typiquement, là, dans la campagne que je fais sur le Japon, ils sont plutôt du côté de dragons, d'entités du dragon, draconique, qui commencent à se faire attaquer. Donc les joueurs, ils disent « Ah bah non, faut protéger les dragons, machin ». Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que les dragons, ils utilisent un petit peu les humains comme des pions d'échecs. Et est-ce que du coup, les protéger, c'est vraiment une bonne chose? Même si, manifestement, ils les utilisent plutôt à bon escient pour protéger certains trucs, l'ordre, plein de choses. Mais en fait, au final, ça reste discutable. Et du coup, le méchant qui essaye de buter les dragons, ce serait peut-être bien de connaître aussi son point de vue, parce que peut-être qu'il est pas si mauvais. Et du coup, ça peut faire des retournements de situation. Et sinon, j'avais fait une autre campagne que j'avais beaucoup aimée et je l'ai faite avec 2 groupes. Et le premier groupe a vraiment pas aimé cette campagne, justement parce qu'elle était trop en nuances de gris. De gris. C'est une campagne qui se passe post-apocalyptique sur notre planète. Il y a la montée des eaux, donc j'ai pris la carte du monde avec 300 mètres d'eau en plus. C'est très drôle. L'humanité a survécu en allant sous l'eau, dans des villes sous-marines. Okay. Il y a un petit système de combat de sous-marins. C'est Waterworld. Un petit peu. Mais quoique Waterworld, ils sont plutôt à la surface quand même. Oui, c'est vrai, ils sont plutôt ça. Et du coup, il y a des combats de sous-marins un peu à la FTL, donc chacun a son rôle dans le sous-marin. Il y a un combat, c'était très sympa. Et la spécificité, c'était que tout le monde voyait en noir et blanc. Okay. Les joueurs voyaient en noir et blanc. D'où les nuances de gris. D'où les nuances de gris, mais justement, c'est ça, c'est que l'univers était excessivement manichéen. Okay. Puisque il venait de l'Empire, du coup, qui était... j'aime bien les empires, moi. Du coup, c'est l'humanité sous-marine, c'était un empire. Et du coup, c'était des gens qui ne voyaient pas le soleil, donc ils étaient très blancs. Donc, ils avaient un pourcentage de gris, de noir, puisque du coup, leur couleur, c'était des pourcentages, c'était des nuances. Ah oui, et du coup, ils avaient un pourcentage très bas, et à la surface, ils avaient des pourcentages hauts, donc du coup, il y avait une limite à pas franchir, parce que sinon, t'es un ennemi de l'Empire. Donc vraiment, il y avait ce truc-là. Et là, je leur ai pas donné de quête principale, je les ai juste laissés un petit peu regarder ce qui se passait. Ils se rendaient compte que l'Empire, c'était sympa, mais en fait, c'est eux qui implantaient le truc qui permettait de voir en noir et blanc. Donc en fait, est-ce qu'ils sont si sympas que ça, même s'ils font l'ordre? À la surface, ils sont cool, mais ils veulent juste massacrer l'Empire parce qu'ils en ont marre. Y a des dissidents de l'Empire qui veulent renverser le truc et l'asservissement par le module qui, entre autres, du coup, enlève les couleurs. Mais en fait, eux, c'est des terroristes, donc ils n'hésitent pas à massacrer des gens. Et puis, par rapport aux gens de la surface, ils s'en foutent un peu, ils sont pas beaucoup plus ouverts que le truc. Donc en fait, tous les dirigeants qu'ils rencontraient, des chefs de faction, étaient des connards, en fait. Soit humainement, soit dans leur plan, soit... voilà. Et en fait, ils n'arrivaient pas à choisir.
Et du coup, ils ont fait 3 fois le tour de tout le monde pour essayer de se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver là-dedans, est-ce Ils qu'on savaient peut pas comment s'engager, et c'est ça qui les a frustrés. Ils savaient pas s'engager, et du coup, c'était ça le dilemme, puisque c'était ta question. Et tes joueurs, ça les a gênés le fait qu'ils sachent pas quel bon choix prendre. C'était le gros dilemme de en fait, faut qu'on choisisse un camp, mais il n'y a pas de bon camp. Mais ça les gênait. Et du coup, typiquement, eux, dans la campagne des dragons, ils ne sont pas posés de questions, parce que j'avais déjà fait la campagne des dragons avec eux. Ils ne s'étaient pas posé la question, ils s'étaient dit, ok, les dragons c'est gentil, hop, on y va, et puis on ferme les yeux sur le reste, parce qu'on a décidé que c'était les gentils, on y va. Mais là, avec le nouveau groupe que je fais, ils se posent beaucoup plus la question, et en fait, encore une fois, les dilemmes viennent du fait que... de l'écriture en fait des personnages et des aspirations de la géopolitique en fait où c'est jamais tout noir tout blanc. Voilà. Et après il y a aussi des dilemmes très factuels, genre il y a un moment où j'ai un combat de boss, ils se battent dans une caverne, ils foutent le feu de partout, il y a de la fumée, plus personne voit rien, il y en a 2 qui partent dans la fumée pour essayer de zigouiller le boss. Ils y arrivent, le boss était déjà mort, mais du coup ils y arrivent bien. Et du coup, ils sont en train de s'asphyxier dans la fumée. Et là, il y a un joueur qui est en dehors, qui est en capacité de sauver l'un des 2. Et je lui dis, tu sauves lequel? Et là, c'est un autre type de dilemme. Je lui dis, écoute, là tu fais ton jet, il fait son jet. Je dis, là, avec ce jet-là, tu peux en sauver un. Tu sauves lequel? Et du coup, il l'a joué au dé. Pour du random. Il n'avait pas envie de prendre la décision. Il a fui la décision. Des fois, il y a des dilemmes où alors tu as 2 PNJ qui sont dans ton groupe, mais qui se détestent ou qui ont des trucs, et faut choisir. En fait, il y a plein de situations qui peuvent émerger avec des dilemmes de très micro ou très macro. Pareil. S'il y a des situations de combat plus macroscopiques avec des armées, il y a toujours le dilemme de dire on va envoyer 20 gars faire diversion, mais ils vont se faire massacrer pour pouvoir tenter un truc. Ça peut être un dilemme aussi, même si, on va pas se mentir, on va facilement sacrifier 20 PNJ qu'on connaît pas pour faire ça, mais en réalité, ça peut avoir un impact, et il y a aussi le degré d'implication des joueurs dans leur RP. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui prennent beaucoup de distance et qui disent oui, mon bonhomme il fait ça, mais... Oui, qu'ils le voient comme un jeu dans tous les cas. Voilà, de toute façon, puis c'est le groupe qui choisit. Là où peut y avoir aussi des joueurs qui s'impliquent et qui disent moi en fait non, ça pour moi ce n'est pas possible. Et moi en tant que joueur par exemple, il y a une fois où je jouais un prêtre qui était très dévot sur sa divinité, qui faisait des grands miracles, et on se fait charger par des cochons avec des gobelins dessus. Et moi mon réflexe c'est je tends la main et je demande à mon dieu de soumettre le cochon à la volonté de mon dieu. Et ça marche, le cochon s'incline, le gobelin tombe, je le bute. Et le combat se finit rapidement, puisque c'était pas un combat très, très impactant. Et là, j'ai un pote de mon groupe qui dit on bute le cochon, ça fait de la bouffe. Alors qu'on avait des rations. On n'avait pas. On avait suffisamment. Pas cracher sur la bouffe non plus, quoi. Mais je dis non. Il s'est soumis à la volonté de mon dieu. C'est un cochon sacré. C'est un cochon sacré. C'est un pèlerin maintenant. C'est un pèlerin. C'est un disciple de mon dieu. Tu passes cochon. Et il dit je tue le cochon. Et moi du coup je l'ai attaqué. Et en fait du coup là c'est aussi les implications de joueurs de roleplay qui peuvent créer des dilemmes. Là c'était effectivement, est-ce que on prend le risque d'éclater le groupe, même si au final je l'ai empêché d'attaquer le cochon et il a laissé mon cochon tranquille et puis tout allait bien. Mais après ils sont devenus potes, c'était le petit compagnon de route. On n'a pas déclaré la guerre l'un contre l'autre là-dessus. Mais mais ouais, il y a ça où pareil, il y a un PNJ qui intervient dans le lore d'un personnage. Typiquement, tel PNJ a tué le frère d'un personnage, il le reconnaît, mais il y a une interaction sociale avec lui puisqu'il faut négocier ou quoi, et là le joueur décide de l'attaquer.
en mode t'as tué mon frère, je t'attaque, en fait, j'en ai rien à foutre des négociations, c'est plus important pour moi. C'est aussi un dilemme de joueur, parce que, et c'est pour ça aussi que vraiment j'invite vraiment à créer du background aux personnages des joueurs. Ouais. Un minimum, il n'y a pas besoin de rentrer dans 3000 détails. Pareil, ça dépend du type de campagne, de ce qu'on veut faire vivre aux joueurs. Il y a des fois où c'est pas nécessaire, typiquement dans une campagne zombie où toutes les séances, il y en a qui partent. Le background, c'est pas forcément très intéressant. Moi, j'aime bien donner quand même un minimum de traits de caractère très simples, tu vois. Genre, ce qui te permet, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va permettre aussi aux joueurs de mieux incarner leur personnage, tu vois. Moi, je dis... Et en fait, ça peut être des trucs très simples, genre, est-ce que je suis loyal, est-ce que je suis égoïste, est-ce que je suis... Et en fait, ça me permet de me dire, pour mon personnage, ok, j'ai pas besoin de créer un truc, c'est vraiment un paragraphe que je vais créer, tu vois, en 5 minutes, top chrono, mais au moins, j'ai des directions pour moi, pour mon personnage, et me dire, ok, je vois comment je l'incarne, tu vois. Ouais. Et ça, si en tant qu'MJ, t'arrives à poser avec tes joueurs, ne serait-ce que 5-10 minutes, tu vois, avec chacun d'eux, et de leur dire, ok, c'est quoi ton caractère, tu vois, c'est quoi ton personnage, pourquoi il en est là, en fait, ça donne tellement de matière, on se rend pas compte, mais le peu de matière, ça suffit à décupler la puissance d'incarnation que tu peux avoir sur ton personnage, quoi. Et justement, à créer des dilemmes, parce que tu sais que s'ils n'ont pas exactement les mêmes caractères, ou s'il y a un caractère qui est très fort, tu peux mettre face à des situations, ça permet aussi dans ton impro de créer ça, typiquement pour créer un moment où le joueur se sent au centre de l'action, même si au final, pas tant, mais juste parce que c'est son dilemme à lui. Ouais. Et j'avais une pote, elle avait aussi ça, genre pour équilibrer entre guillemets les classes, parce que notamment dans Warhammer, t'as des extensions qui sont sorties sur les classes, et notamment t'avais les paladins de la Dame du Lac. Et en fait, quand tu regardes par rapport à un guerrier classique, tu vois, ou d'autres trucs qui étaient déjà sortis, tu fais pas trop de choix. Genre le paladin, il est juste beaucoup trop fort par rapport au reste, en fait. Et sauf qu'elle disait, mais en fait, moi, je vois pas de raison de réduire ce paladin, pour la simple et bonne raison que le code de morale est tellement strict qu'en fait, ça t'impose énormément de restrictions de roleplay, donc d'incarnation. Et il y a des choix, si tu les fais, tous tes bonus, ils partent à l'eau, parce que tu peux pas faire ce choix-là, en fait, tu vois. Et donc, en fait, et c'est ce que je dis souvent sur le déséquilibrage des personnages, souvent, dans un jeu de rôle, comparé à d'autres systèmes, c'est pas grave qu'il y ait un déséquilibre, parce qu'en fait, ça peut amener des situations qui sont très... ça peut amener beaucoup de péripéties, en fait. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir des codes moraux très forts, par exemple, c'est parfois un peu dur à incarner, parce que parfois, faire des choix que t'as pas envie de faire en tant que joueur, notamment sauver le cochon, ça a l'air rigolo dit comme ça, mais en fait c'est un choix techniquement en tant que prêtre, si c'est un pèlerin, si c'est devenu un mec qui s'est soumis à mon dieu, c'est un pèlerin, en fait je suis obligé de dire c'est hyper important. C'est no-brain en fait pour le personnage que tu incarnes. C'est ça, en fait c'est hyper important parce qu'en fait c'est ce qui définit l'être de ton perso et de pourquoi le dieu l'a choisi en fait, tu vois. Et du coup ce qui fait que tu peux pas ne pas t'opposer au meurtre de ce cochon, en fait. Et c'est pas évident forcément d'amener ces joueurs à arriver à ce niveau-là aussi de roleplay. Non. C'est que faire progresser ces joueurs dans le roleplay, parce que nous en tant qu'MJ, on est quand même pas mal impliqués, donc on va se renseigner, on va réfléchir, par exemple, parler des maps sur l'épisode précédent, où tu te renseignes sur la géographie, sur l'histoire d'un pays ou autre. T'as une implication forte, même quand tu crées tes aventures. On est tous assez impliqués là-dedans. Mais nos joueurs, ils sont là, pour eux, c'est peut-être juste 2, 3, 4 heures dans leur semaine. Ils voient ça comme un jeu de société, et peut-être qu'ils ont moins ce côté aussi où ils ont envie d'incarner à fond leur personnage aussi. C'est pas forcément évident parce que moi, cette scène-là, même moi en tant que joueur, je sais pas. Alors que je suis très impliqué en tant qu'MJ, en tant que joueur, je sais pas si j'aurais eu le réflexe de réagir de cette façon-là. Ce qui est intéressant, c'est quand les joueurs arrivent à faire un choix personnel au détriment du groupe. C'est là le moment où effectivement on sent qu'ils sont à l'aise avec le RP et qu'ils comprennent qu'effectivement ils sont un individu, ils jouent un individu. Parce qu'effectivement il y a la dynamique de groupe où on veut avancer, écrire l'histoire ensemble, mais c'est aussi l'histoire individuelle. Ouais, c'est vrai que c'est très important. Mais on parlait des choix moraux tout à l'heure. Des fois on peut être amené à avoir des choix tellement compliqués, et c'est arrivé dans notre groupe quand on a joué, que des fois tu peux vite avoir des scissions dans le groupe,
Où par exemple, tu as 2 joueurs qui veulent partir d'un côté, 2 autres joueurs qui veulent partir de l'autre. Et là, ça devient compliqué parce que quand tu es sur une grosse campagne, nous c'était 3 ans quand même. Ouais. Bah, au bout de 2 ans, quand tu as ce genre de scission, c'est pas évident quoi. Ouais. Moi, c'était en fait, pour avoir été dedans, je me rappelle, mon personnage était très extrémiste. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, en fait, on tourne tout le temps en rond. Donc, je vais dire, ok, il faut que je change un truc. Et en fait, la meilleure façon, c'est de me dire comment mon personnage peut changer pour que le groupe avance ensemble. Tu vois. Du coup, ce que j'avais trouvé comme truc qui a mis dans mon personnage, c'est qu'en fait, comme ça, il avait toujours été solitaire, le groupe auquel il appartenait maintenant, en fait, c'était un peu devenu sa famille, et du coup, sa motivation de survie, et s'était transformée en, en fait, je veux que cette famille que j'ai créée, en fait, elle va... L'intérêt de mon personnage, sa raison d'être maintenant, c'est de faire en sorte que sa famille survive, en fait. Tu vois. Ce qui me permettait d'être beaucoup plus flexible sur mes choix moraux, et sur mes choix de situation, et d'accompagner un peu plus le groupe, en fait. Dans le fait, j'ai pas l'impression que ça avait changé, parce que chaque fois que je proposais un truc, il y avait toujours une version contraire, quoi. Et moi, j'étais en mode, Et quand je disais, mais moi, je vous suis, genre, on fait ce que vous voulez, tout le monde était en mode, mais aide-nous à choisir. J'étais en mode, mais par contre, ça m'a demandé un peu de jonglage d'esprit, de me dire, ok, comment est-ce que je rattrape mon personnage pour qu'au lieu d'aller dans l'inverse du groupe, il revienne, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément facile au début. Surtout en tant que joueur, mais c'est quelque chose qui se construit à fur et à mesure que, je pense que, comme tu as dit, tu joues avec des gens un peu plus expérimentés, ou que on se laisse aussi le temps dans les parties de se dire, ok, prenez le temps d'incarner vos personnages, prenez le temps de réfléchir, et quitte à rediscuter aussi en individuel avec tes joueurs. Moi, c'est quelque chose que je fais de temps en temps quand je vois 2-3 problèmes, tu vois, c'est dire, ok, où est-ce que ton personnage il veut aller, est-ce que t'es content déjà de participer au jeu de rôle, est-ce que tout va bien, tu vois, ce genre de choses, quoi. Vous faites des points, vous, avec vos joueurs de temps en temps là-dessus ou Moi, je sais que j'en fais beaucoup des points sur ce genre de questions, s'ils sont contents, si ça leur plaît aussi, la direction où on va. Et des fois, j'ai eu quand même des situations où ils me disaient « Ah moi, j'avoue, j'aurais fait autrement que par rapport au groupe. » Typiquement, j'avais mon scénario, sur mon premier scénario, c'était... en gros, les méchants, c'était des gens qui voulaient juste récupérer leur terre, qui était à eux, et qui voulaient dégager, du coup, tous les méchants, enfin, tous ceux qui étaient du groupe Ange et Démon. Ils voulaient dégager de la terre. Et donc, du coup, en fait, vraiment, leur but, c'était de les dégager, et eux qui pouvaient vivre. Et moi, j'avais quand même un joueur qui m'a dit, en fait, moi, j'étais pour eux. Enfin, pour moi, c'était censé, en fait, ce qu'ils me disaient. Ouais. Parce que c'est à eux, c'est eux qui l'ont créé. Pourquoi est-ce que nous, on viendrait ici en tant que colo et on habiterait ici? Et en fait, il avait accepté le côté que le groupe voulait se battre contre eux. Et du coup, il s'est dit, je vais faire avec eux, j'ai pas envie de pourrir le truc. Et je l'ai appris après coup. Ce genre de situation. Moi, je me dis, mais en fait, t'aurais pu très bien le dire avec ton RP et tout, et on aurait pu évoluer comme ça, quoi. Moi, ça dépend. C'est souvent les joueurs qui viennent me voir quand ils ont des questions sur leur orientation, soit des trucs de système, ou est-ce que tu penses que j'ai bien monté mon personnage et que ça évolue comme moi je le vois, machin. Soit effectivement sur des questions morales. Et moi, souvent, dans ce cas-là, je propose des sorties RP. Je sais pas si vous utilisez ce média-là, ce moyen-là. J'ai utilisé 2-3 fois, ouais. C'est quoi ce que tu appelles des sorties RP ? Une sortie RP, c'est ton personnage sort du groupe, mais il meurt pas. Ok. Il sort du groupe, mais pour des raisons de roleplay. Typiquement, là, il y a eu une campagne où il se battait contre des entités cavaliers de l'Apocalypse, et il y en a un qui était un druide qui avait juré de se battre contre eux, et le groupe a décidé, plutôt que de se battre contre les cavaliers, de se battre contre l'entité qui les avait créés. Voilà, pour simplifier. Et le druide a dit non. Moi, j'ai juré de tuer les cavaliers, donc je m'en vais. Et donc le joueur a fait le choix délibéré de dire son personnage s'en va. Et du coup, il a changé de personnage, il a reroll, il a fait ça. Et par contre, ce qui était intéressant, c'est que en parallèle, je l'ai pris à part plusieurs fois pour voir les aventures de son ancien personnage, qui du coup a pris un peu d'importance dans le lore de façon très indirecte, mais il a eu un impact sur la suite des événements du groupe, forcément. Et c'est intéressant aussi. Mais ça, c'est encore plus dur à faire quand tu es joueur, de prendre la décision. Parce que essayer d'arrondir les angles pour que tu acceptes le choix du groupe contre toi, des fois c'est un peu relou, mais c'est plus simple à faire que de dire non,
mon personnage en fait ne peut pas. Là, il y a trop de divergences et je m'en vais. Est-ce que du coup, tu penses que Mais c'est une c'est- option qu'il faut proposer aux joueurs au début de la campagne ou Pas forcément au début de la campagne, puisque au début de la Tu sais pas campagne, si ça va arriver, donc, ouais, tu tu sais pas tu si sais c'est- pas oui, trop, évidemment. et puis l'idée c'est quand même d'aller au bout ensemble. Mm. En tout cas, au début de la campagne, c'est comme ça qu'on le conçoit en général. Mais effectivement, quand un joueur vient avec un dilemme moral et qui dit, bah, là, en fait, j'adore la campagne, le système, machin, tout ça, c'est super cool. Par contre, je vois pas pourquoi mon personnage est là. Ouais. C'est-à-dire que lui, je l'aime pas, lui, il aime l'argent, alors que moi, je suis plutôt pour défendre la veuve et l'orphelin. Bon, le groupe va dans une direction, machin. À chaque fois qu'on a une quête, la première question, c'est combien on est payé, alors que moi, je veux juste aider les gens. Est-ce que j'ai ma place dans ce groupe ? Et la question se pose. Tu peux dire, bah oui, parce que au final, ils aident les gens. Donc, effectivement, justifier pourquoi ton personnage Et là encore. est là encore et il trouve un intérêt. Ou dire, bah si pour toi, c'est trop important comme divergence d'opinion, bah, peut-être que ton personnage n'a pas sa place dans ce groupe. Dans quel cas, bah, est-ce qu'il part ? Comment il part ? Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Est-ce qu'il continue à œuvrer dans le même truc ou est-ce qu'il va élever des chèvres parce qu'il pète un câble ? Il y a plein de choses en fait à voir. Et non, pour moi, ça ne se propose pas au début de la campagne. Mais c'est quelque chose qui peut se proposer. Si, Mais c'est quelque chose qui peut se proposer si la situation, et même parfois, ça pourrait même être un joueur qui le propose. Ok. Moi, j'ai jamais eu de joueur perso qui l'ont proposé, mais effectivement, c'est un truc que j'aurais pu potentiellement proposer typiquement, le druide, pour moi, c'était... Je voyais... Enfin, il voulait... D'accord, il avait juré devant les dieux de combattre les cavaliers, mais pour moi, combattre l'entité au-dessus, ça pouvait complètement être entendable en mode, il continue avec le groupe pour taper celui qui a créé les cavaliers, et puis bah, du coup, bah, ça rentre dans... On arrondit les angles et ça marche, mais lui, il a dit non. J'ai juré devant les dieux de combattre les cavaliers, donc je fais ça. Donc ça, c'était même plutôt une demande joueur de sortie RP. Pourtant, il aimait beaucoup son personnage, hein, mais c'est aussi parce qu'il aimait bien qu'il s'impliquait dedans. Ouais, bien sûr. Donc, puis ça lui a permis de voir d'autres mécaniques derrière, donc c'était intéressant quand même. Okay. Ouais. En tout cas, pour en revenir sur le sujet, c'est sur les dilemmes moraux. En fait, j'ai vraiment l'impression que plus on creuse dans un sujet, que ce soit dans les factions, pourquoi elles existent, le côté un peu politique aussi, parce que dans la politique, tu as deux aspects. Tu as l'aspect gestion d'un groupe avec un leader ou autre, et donc chacun est persuadé de faire la meilleure chose du monde. Et puis il y a aussi l'aspect personnel d'une ou deux personnes dans le groupe qui peut avoir ce côté, bah, comment moi je prends le pouvoir, comment je m'impose, et t'as un peu cet équilibre entre les deux qui est intéressant, parce que des fois, si tu veux faire avancer ta carrière personnelle, bah, tu vas le faire au détriment du groupe et du bien commun, et inversement. Et donc ce point-là, il est intéressant. Et aussi au niveau des joueurs, aussi de bien les connaître. Et c'est vrai que je me rends compte que, bah, par exemple, dans le roleplay que je suis en train de faire, mes personnages, ça se passe plutôt bien, mais j'ai pas tant de background à disposition que ça, que eux m'ont donné là-dessus, quoi. Donc je sais pas si c'est un truc qu'il faut faire après, pendant la partie, reprendre un moment avec eux, pour essayer de redétailler certains points avant tout ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est un truc que vous feriez, vous, ou pas? C'est plus compliqué en cours de route, Ouais. je trouve. Mais après, si ça se justifie Ça s'y prête, et que ça s'y prête, ouais. En fait, je pense que ça peut amener de la profondeur sans être game changer au niveau de la partie. Si ça peut, ça peut amener de la profondeur aussi. Amener à quelque chose et que encore une fois, que les personnages, que tes joueurs, ils trouvent un intérêt aussi. Parce que ça se trouve, eux, ils s'en foutent en fait de ce qu'il y a eu. Ouais, clairement. Après, si tu leur expliques pourquoi c'est intéressant, clairement, ils comprendront. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça a peut-être plus de sens quand t'es sur un univers avec un système de règles ou de jeu un peu particulier. Notamment, mon perso vont jouer deux personnages en même temps. Ils vont jouer une personne dans le monde physique et une personne dans le monde virtuel, en gros. Et du coup, le temps de s'approprier un peu ça, peut-être que leur point de vue va plus s'aiguiser, mais pas forcément en tant que joueur, parce qu'au final, quand ils ont commencé, ils étaient déjà adultes quoi, dans le jeu, donc ils ont déjà vécu plein de choses avant, ils ont été éduqués d'une certaine façon, etc. Et le fait qu'ils maîtrisent déjà mieux cet univers peut être aussi un bon moment
pour recreuser leurs personnages dans leurs origines story, peut-être. Oui, c'est vrai. Après, t'es pas forcément obligé de revenir sur le background des persos, mais plus demander aux joueurs comment est-ce qu'ils décrivent leurs personnages, leurs valeurs et tout, tu vois. Parce que maintenant qu'ils ont vécu des trucs, en fait, ils ont une base de souvenirs vraiment concrète et d'aventures sur laquelle se dire, ok, bah, comment est-ce que je vois mon perso. Et en fait, tu leur dis, voilà, ça me permet à la fois vous de vous remettre un peu à jour pour incarner un peu plus votre personnage, et moi, ça va me permettre aussi de faire des choses qui sont plus dans l'intérêt de vos personnages, tu vois. Moi, je l'amènerai un peu comme ça. Du coup, ce qui fait que je leur demande pas de créer des histoires sur leur personnage, mais je leur demande, ok, si tu devais décrire ton perso, il serait comment? Est-ce qu'il est loyal? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'aujourd'hui, ta motivation, c'est de grossir ton entreprise? Est-ce que c'est d'accomplir quelque chose? C'est quoi, en fait? Aujourd'hui, ton personnage, il en est où, en fait? Un peu un point sur la vie de son perso, tu vois. Et ça prendrait pas longtemps, ça prendrait 5-10 minutes, tu vois, je pense, par joueur. Et en fait, avec ça, déjà, sans recréer de background, sans changer l'histoire, en fait, tu ressens tes joueurs sur leur perso. Et toi, tu auras beaucoup de matière à développer pour des dilemmes, quoi. Ouais, clairement. Pour rebondir là-dessus, moi, en fait, mes persos n'ont pas de background. Ils commencent neufs. Genre, ils nous ont... Blister. Pour expliquer, ouais, ils sont littéralement sur le blister, ils viennent d'éclore, quoi. C'est des... pour expliquer, c'est des anges ou des démons qui incarnent. Et ils naissent à partir de la première partie. Donc du coup, ils n'ont pas de background, ils n'ont rien. Simplement, effectivement, je leur pose cette question au début. Comment est-ce qu'ils veulent incarner leur personnage? Est-ce qu'ils vont être quelqu'un de loyal? Est-ce qu'ils vont être quelqu'un d'emblématique? Qu'est-ce qu'ils vont incarner en termes de personnalité? Et en fait, j'ai des phases de construction de background qui se déroulent entre chacun de mes actes. Moi, quand je fais une campagne, je fais des actes. Un acte, c'est environ 1 mois. Et j'ai toujours une ellipse. Et étant donné que c'est des anges et des démons, ils ont des ellipses qui peuvent être de 50, 100 ans, à certaines fois. Et en fait, à ce moment-là, souvent, je prends une session pour qui m'explique ce qu'ils ont envie de faire pendant ce temps-là. Des fois, c'est juste 10 ans, hein. Mais pendant 10 ans, ils vont me dire, moi, j'aimerais bien essayer d'apprendre à faire des armes, de forger, des choses comme ça. En fait, ils vont essayer de vivre leur personnage dans un univers qui a pas, à ce moment-là, qui n'a pas de gros problèmes. Pendant 10 ans, il se passe des trucs quand même en arrière-plan que je leur explique. Mais voilà, il va pas se passer des grands changements. Ouais, et à chaque fois, au début d'acte, à chaque fois, j'ai ça. Très bonne idée, les ellipses. C'est quelque chose que j'avais fait aussi sur peu de parties actuellement, mais je sais que quand j'ai fait ces ellipses, je leur dis, vous faites quoi pendant 1 an, 2 ans d'ellipses? Mais en fait, ça permet... les joueurs vont vraiment recentrer leur perso, qu'est-ce que je veux faire durant 1 an, 2 ans? Qu'est-ce que mon perso ferait? Et ça leur crée limite des... genre des axes de perso auxquels ils n'auraient pas pensé, tu vois, en fait. Ou de les spécialiser, parce qu'en fait, notamment, t'es arrivé à un truc aussi sur la progression, où les joueurs, ils étaient arrivés un peu en mode, on a bien progressé sur nos persos, notamment en termes de statistiques, et du coup, là, ils sont forts, c'est la vérité, et du coup, ils sont en mode, avoir plus de stats, ça a pas forcément de sens. La question maintenant, c'est comment est-ce que j'établis mon personnage, tu vois. Et du coup, il y a tout de suite une dimension plus sociale sur, moi j'aimerais bien créer une petite équipe de mercenaires, tu vois, moi j'aimerais bien devenir un ingénieur, pouvoir créer des choses, tu vois. Et du coup, ce qui fait que la personnalité des persos prend vraiment un tournant très spécifique, notamment un qui était, j'ai découvert la religion, maintenant je veux être inquisiteur, je suis vraiment extrémiste. Voilà, tu vois, ce genre de choses, quoi. En fait, donc très bonne idée, ça, en contrepartie, une petite ellipse, elle n'a pas forcément besoin d'être longue, mais ça te permet de dire aux gens, ok, qu'est-ce que votre perso fait durant cette ellipse, quoi, qui a de l'impact pour lui, quoi. Petite anecdote assez drôle, sur un précédent podcast, on avait parlé juste un de mes joueurs qui voulait devenir chef des Yakuza. Il s'est passé une petite ellipse de 5 ans, il est devenu chef des Yakuza. Il a buté tout le monde, il est devenu chef des Yakuza. Donc il a la tête de tout. Et ça, c'est des trucs qui se permettent, qui se font pendant les ellipses, quoi. C'est ça. Et ça, c'est vachement bien, parce que maintenant qu'il est chef des Yakuza, tu vois, en fait, s'il se passe un truc, il peut dire, attendez, j'ai un réseau. Ouais. Du coup, j'appelle mon réseau et j'ai mes gars qui me disent quelque chose, en fait, tu vois. Et en fait, ça te permet aux joueurs un peu de prendre le contrôle un peu de l'histoire. Toi, en tant qu'MJ, c'est super, parce que ça te permet de rebondir à des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et ça implique vraiment les joueurs dans ton histoire, et là vous commencez vraiment à co-construire solidement ensemble, en fait. Ouais, il y a plus d'implications, parce qu'au début quand tu démarres, souvent t'as pas beaucoup de points, ça dépend après les parties, mais c'est vrai qu'avec le temps justement tu peux vraiment aller dans la profondeur aussi de ce que c'est qu'avoir un perso qui a du pouvoir ou de l'influence sur le monde dans lequel il est, il a évolué, quoi. Et c'est pour ça que faire un point régulièrement, effectivement, sur les envies, les aspirations des joueurs et de leurs personnages, au-delà du background, pour commencer, c'est intéressant, mais effectivement, ça évolue. Donc c'est bien de faire des points avec ou sans ellipse. Ouais,